Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Engagement. On parle de communication dans le sport. On a dit qu'on allait recevoir des athlètes et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Léna Candisounon. Est-ce que ça va, Léna ? Ouais, ça va très bien et toi ? Très bien, très bien. Du coup, c'est un plaisir de te recevoir dans le podcast. Du coup, le numéro 2, l'idée c'est d'échanger sur ton parcours, sur ta discipline et sur aussi comment tu vois le domaine de la communication dans ton domaine, dans le sport et même en général. Du coup, pour te présenter rapidement aux personnes qui ne connaissent pas, du coup, tu es spécialiste du 800 mètres, championne de France élite. Tu as participé au championnat du monde à Budapest du coup en août. Ouais, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et en parallèle de ton activité d'athlète qui doit te prendre pas mal de temps, tu cumules aussi des études du coup à Sciences Po Paris sur un master du coup communication, médias et industrie créative. Ouais, c'est ça, tout bon. Parfait, bravo. tout bon. J'ai bien retenu. J'ai travaillé mon sujet. Du coup, on va parler pas mal de choses aujourd'hui, donc du sport, de la communication, comment tu vois ça, comment aussi t'actives toi potentiellement sur tes réseaux, etc. Mais avant ça, l'idée c'est aussi de savoir un peu qui t'es et de comprendre comment t'es venu dans l'univers du sport. C'est quoi tes premières relations au sport ? Alors j'en ai toujours fait en fait, parce que ma mère m'obligeait à avoir une activité sportive, une activité culturelle. Donc pour le sport, au début je faisais de l'équitation. Je fais un peu de danse aussi. Et puis en primaire, en CP, CE1, j'ai voulu faire de l'athlé. Je sais pas trop pourquoi. Ça m'a un peu tombé sur la tête. On avait été voir le meeting Areva au Stade de France. C'était juste à côté de chez moi. Et je pense que j'avais bien aimé. Du coup, j'ai voulu faire de l'athlétisme. Je suis allée au club d'athlétisme Aulnay-sous-Bois et on m'a dit non, t'es trop petite. Reviens dans 4 ans en CM2, CM1, CM2 et là tu pourras faire de l'athlétisme. Donc entre temps j'ai été faire du multisport et quand j'ai fait du multisport en fait souvent on faisait de l'athlé, on courait et j'aimais vraiment ça et du coup je me suis redirigée encore vers l'athlé en CM2 et depuis j'ai pas arrêté. Ok, donc du coup un peu de test multisport mais vraiment déjà focus athlétisme. Ouais. Du coup tu parles du meeting Areva au Stade de France, c'était quelle année si tu te souviens à peu près ? C'était le début des années 2000, je vais avoir 6-7 ans, donc 2000, après 2003, 2004, après les mondes de 2003. Est-ce que tu te souviens peut-être que, je sais pas, on va dire souvent c'est ça un peu quand on tombe dans un sport, on est fan d'un ou d'une athlète, t'avais peut-être vu une personne courir, une athlète française ou autre, ou vraiment c'était l'univers de l'athlétisme qui t'a entre guillemets attiré ? Ouais, c'est l'univers en général. Après en grandissant, j'ai eu des idoles, mais au début non, c'était l'univers. Je sais pas trop pourquoi, ça me plaisait de courir et puis tout ce qu'il y avait autour, le saut, au début le lancer, mais ça m'est passé très vite. Et puis ouais, tout cet univers de l'athlétisme, ça m'a prise. Ok. Du coup, sur le principe athlétisme, tu as fait plusieurs disciplines, parce que du coup, l'athlétisme, c'est très très large. Aujourd'hui, tu fais du 800 mètres, peut-être qu'avant, tu as fait autre chose. Comment ça s'est passé pour te diriger vers cette spécialité ? Alors au début, j'ai fait de tout, vraiment de tout. Du marteau, en passant par la marche, la perche, parce que j'étais dans un club de perchistes. Du saut en hauteur, pas mal de saut en hauteur pendant longtemps. Saut en longueur, j'ai vraiment tout fait. Et puis vers cadette, donc c'est quoi, c'est U14, U16 peut-être, U16. En dessous de 15 ans, quoi, au lycée quoi, en seconde. Je me suis spécialisée en sprint sur 400 mètres et je faisais pas mal de 200 aussi. Donc tous mes titres de championne de France chez les jeunes, c'était sur 400 mètres. J'étais même remplaçante sur 4 fois 100 mètres en championnat d'Europe junior, donc j'étais vraiment une sprinteuse. Et après, je me suis lentement décalée vers le 800 mètres. Ok, mais qui reste du sprint quand même. Enfin, c'est une discipline, on va dire, bâtarde entre le sprint et le demi-fond. Donc c'est pile poil entre les deux et on fait autant du sprint que du demi-fond au quotidien. Ouais, pour notamment la partie entraînement quoi. Ouais, ça marche. C'est ça qui est génial. Okay. Et du coup, aujourd'hui, l'athlétisme, en tout cas, c'est dans ta vie depuis combien d'années maintenant parce que, du coup, ça va faire 15 ans. 15 ans d'athlétisme. Ouais. Et aujourd'hui, on est du coup au stade Robert Poirier à Rennes. Ouais. T'es a priori parrainaise de base. Qu'est-ce qui t'amène à Rennes ? Alors, je suis partie aux États-Unis une année. Pour voir autre chose au niveau scolaire et athlétique et puis pour parler anglais. Ça s'est super bien passé là-bas, c'était génial, mais j'ai pas pu y rester, donc je suis revenue en France un peu forcée
Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était le moment de changer, de pas rester à Aulnay. J'avais un super coach, vraiment qui était génial et avec qui je progressais bien. Mais j'avais envie de voir autre chose et j'avais un groupe pas forcément haut niveau. Et j'avais envie de faire du haut niveau. Donc j'ai fait mes petites listes en France des groupes qui pouvaient m'accueillir. Chercher un entraîneur sprint. Plutôt orienté sprint que demi-fond, parce que sur 800 mètres, du coup, on a le choix. Et chercher vraiment la composante sprint pour garder mes qualités de sprinteuse, qui sont importantes sur 800 mètres. Et j'ai fait ma petite liste, et en haut de la liste, il y avait Rennes et Marc Creuset. Pourquoi Rennes ? Parce que c'est proche de Paris, c'est 1h30. Et puis, je suis née à Brest, j'ai toute ma famille maternelle qui est de Brest. Le nom de jeune fille de ma mère, c'est Plougastel, donc on est vraiment... Ok, d'accord. Ancré, T'es dans le territoire, c'est bon. Ouais. En plein milieu. Ouais, je m'appelle Léna aussi, c'est pas anodin. Voilà. Et du coup, j'ai appelé Marc et le courant est passé directement. Donc, Ok. j'y suis. Quand tu l'appelles, du coup, toi, en tout cas, si je comprends le cheminement en tant qu'athlète, toi, tu étais dans ton club à Aulnay-sous-Bois, tu te dis, c'était bien pour moi pendant un temps, c'est plus pour moi maintenant. Du coup, quand tu l'appelles, tu lui présentes un projet, ton envie, etc. Ou vous travaillez ensuite ensemble là-dessus ? Ouais, je présente mon projet en lui disant que je veux faire du 800 mètres tout en gardant mes qualités de sprinteuse sur 400 mètres, que je veux découvrir le haut niveau, que j'ai envie d'un groupe haut niveau, avec des gens avec les mêmes objectifs que moi. Et que j'ai envie de voir autre chose, que j'ai fait une année aux États-Unis aussi et que j'ai vu autre chose, mais j'ai encore envie de voir autre chose. J'ai envie de bouger et Marc, ça lui a plu. Ça l'a intéressé. Ouais. Okay. Et donc, du coup, c'est ton coach depuis 3-4 ans, ouais. Ok, d'accord, Ouais. ça marche. La dernière échéance que tu as eue, du coup, c'était les championnats du monde à Budapest. Auparavant, tu as eu d'autres échéances, championnat de France élite, etc. Toi, du coup, sur cette partie-là, comment tu te, entre guillemets, prépares ? Enfin, tu as des échéances, tu prépares les échéances à 1 an, plusieurs années. C'est comment ton plan, entre guillemets, il se déroule potentiellement sur combien d'années ? Alors, à court terme, c'est sur 6 mois, parce qu'on a une saison indoor et une saison outdoor. Donc la saison indoor, c'est en salle, c'est une piste de 200 mètres, comme là dans la piste où on est aujourd'hui. Donc ça, c'est de janvier à mars. Et après, on passe à la saison outdoor, donc extérieure, avec une saison qui va de mai à août-septembre. Donc c'est 6 mois. Après, on a une vision globale sur 1 an. Donc, par exemple, là, je sais que cet été, mon objectif, c'est les Jeux Olympiques et que c'est l'objectif principal. Et finalement, ce que je vais faire cet hiver, vu que l'objectif principal, c'est les Jeux, va peu importer, en fait. Enfin, ça a de l'importance, bien sûr, mais c'est pas l'objectif principal de la saison. Tu t'en sers en préparation ? Je m'en sers en préparation, ouais, pour vraiment préparer l'été. Et après, en fait, mon programme, il change tout le temps. Selon l'entraînement, selon ce qui s'est passé en compétition, ça peut changer d'une semaine à l'autre. On prend des décisions très rapidement. Ok. Donc c'est assez instable. Ok. Les saisons sont assez instables et puis ça dépend des meetings auxquels je peux participer. Ça s'ouvre au dernier moment. Par exemple, j'ai couru au meeting de Paris, une Diamond League, donc c'est un circuit de meeting au niveau mondial, de très haut niveau. Et il y avait la session de Paris en juin, et j'ai su que j'y courais 2 jours avant. Donc voilà, c'est au dernier moment que ça se passe. Parfait pour se préparer. J'ai fait une 59 là-bas, donc j'étais très contente d'y participer. C'est des courses qui vont très très vite, okay. Et ça s'ouvre au dernier moment. Donc on sait souvent... Faut être prêt, quoi. Faut être prêt. Donc là, on a parlé pas mal du coup de la partie sportive. Ouais. En introduction, j'ai dit du coup que tu faisais des études liées à l'univers de la communication. Ouais. Comment toi tu, entre guillemets, choisis cette voie-là ? J'imagine la sortie du bac, du coup tu prends cette voie d'études ou peut-être tu te recherches sur ce que tu veux faire. Comment ça se passe sur cette partie entre guillemets annexe mais aussi liée à ton activité ? Alors sortie du bac, je savais que je voulais continuer le sport à haut niveau. En fait, j'étais dans un lycée double cursus, il y en a très très peu en France. J'avais cours de 8 à 13 heures et l'après-midi était consacré aux activités. Donc il y avait très peu de sportifs, mais par contre beaucoup d'artistes, de danseurs, de musiciens. C'est le lycée Georges Brassens à Paris, dans le 19e. Il a fermé cette année d'ailleurs. Mais il y en a d'autres qui existent à Paris, Racine notamment. Donc déjà le lycée, j'avais des horaires aménagés et je voulais continuer comme ça en études supérieures. Et Sciences Po m'intéressait bien.
Et en fait, j'ai découvert l'existence d'un cursus pour sportifs de haut niveau à Sciences Po, complètement aménagé. Ce cursus, il est génial. Franchement, s'il y a des sportifs qui nous écoutent, allez voir sur le site internet. Ça s'appelle Cursus pour sportifs de haut niveau et ça m'a sauvé la vie. Et c'était génial, j'ai appris plein de choses. Donc c'est complètement aménagé. Moi, je l'ai validé en 4 ans, mais on n'a pas de limite de temps en fait pour le valider. Et le truc avec Sciences Po, qui est super cool et à la fois très frustrant, c'est que c'est hyper général. Donc on va dire j'ai une bonne culture générale, mais en tout cas à l'époque, je me sentais prête à faire aucun métier, à part être prof en fait, prof des écoles. Donc c'est un peu difficile de trouver sa voie quand on n'a pas été spécialisé avant et on n'a pas touché à des matières précises. Donc je me suis questionnée, j'ai fait un bilan de compétences aussi grâce au directeur du cursus. Et puis on a décelé mon appétence pour la communication et travailler avec les gens sur des projets à court terme, donc ce qui colle parfaitement au monde de la communication. Et raconter des histoires, j'adore raconter des histoires, j'adore écouter des histoires. Donc c'est ce qu'on fait en communication en fait. Exactement. On raconte des histoires, des belles histoires. Et puis je suis quelqu'un aussi de très sensible, émotive et les émotions, ça, en tout cas, passent par la communication. Et c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Et il se trouve qu'il y a un master en communication à Sciences Po. Donc j'ai fait une année en tant que candidate libre. Et puis après, j'ai passé le concours. Et ça fait maintenant, ça fait 2 ans que je suis élève au sein du cursus. D'accord, ok. Avec des horaires aménagés, les années de master dédoublées. Donc je valide normalement en 2025. Ok. Je me suis renseigné un peu avant l'échange. Du coup, tu vas, c'est ça, une journée et demie sur Paris dans la semaine, enfin en région parisienne pour du coup les cours, c'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. En ce moment, c'est le lundi-mardi. Donc le lundi, je pars le matin, je fais ma journée de cours. Le mardi, jusqu'à 14h, je suis en cours à Paris. Et puis je prends le train et je suis le soir à Rennes pour pouvoir m'entraîner. Ok. Ça va, c'est 1h30. C'est pour ça aussi que Rennes, c'est sympa. C'est 1h30 de Montparnasse et Sciences Po, c'est 15 minutes à pied de Montparnasse. Donc génial. Les étoiles s'alignent. Et donc, tu l'as dit de manière assez forte, tu as dit ça m'a un peu sauvé la vie, ce cursus-là. Si je comprends bien, en tout cas, ça a permis de continuer l'athlétisme à haut niveau et en plus de faire du coup un niveau d'études qui aussi est un haut niveau en termes d'études. Parce que sinon l'alternative était un peu limitée. C'est compliqué. J'aurais été forcée de faire des études qui me plaisaient pas forcément, avec des aménagements pas forcément viables en fait. Et c'est le cas dans beaucoup d'écoles et d'universités françaises. Souvent un peu le choix par défaut, c'est d'aller en STAPS. Mais c'est pas forcément un très bon aménagement d'horaire et puis c'est pas exactement ce que je voulais faire, donc c'était dommage en fait de mettre de côté un peu mes envies scolaires et puis sauver la vie aussi parce que c'est un équilibre et moi j'ai besoin de cet équilibre. J'ai besoin de pas faire qu'une chose dans la semaine, de voir d'autres gens, de pas être 100% dans le sport pendant toute la semaine, puis d'aller à Paris, ça fait prendre l'air pendant... Paris c'est bien 2 jours, franchement c'est ce que je dis à tout le monde, c'est bien 2 jours dans la semaine et le reste à Rennes c'est nickel, franchement. T'as le côté un peu épanouissement parisien, le côté dynamique, etc. Dynamique et après je viens me calmer à Rennes et m'entraîner dans ma petite bulle avec mon groupe full athlé. Et quand je suis à Paris, je parle pas d'athlé en fait, ou en tout cas très peu, et j'ai d'autres copines et c'est une autre sociabilité. Parce que un article que j'ai vu récemment, du coup, tu déclarais si t'avais que l'athlétisme, tu serais zinzin. C'était la phrase. Je serais complètement folle, je pense. J'y arriverais pas en fait. Je pense que je serais pas aussi performante que maintenant. C'est vraiment dur le haut niveau. Et puis y penser tout le temps. Et puis là, avec les jeux, c'est vraiment c'est décuplé là encore. Ouais, franchement, je me suis rendu compte en sortant à Paris, la première fois que je suis allée en cours cette année, je suis sortie de Montparnasse. Et j'ai vu une première fois le signe des jeux, une deuxième fois, je me suis amusée à compter. En fait, je pouvais pas faire 20 mètres sans voir le signe des jeux quelque part. Tu prends une canette d'Orangina, enfin d'Oasis, t'as le signe des jeux. Sur les bus, t'as le signe des jeux. Partout. Tu vas faire tes courses, t'as le signe des jeux sur les sacs. Enfin, c'est vraiment partout. Et ouais, ça fait du bien de voir autre chose et parler avec des gens qui s'en fichent des jeux finalement en fait. Alors du coup on va revenir un peu en arrière. Tout à l'heure tu disais potentiellement que tu avais eu entre guillemets des idoles ou des personnes que tu avais potentiellement du coup en imaginaire tu voulais peut-être imiter sur la partie du coup sportive. Toi tu t'es tourné vers qui un peu dans ces années-là et du coup pourquoi ces personnes-là ?
C'est hyper intéressant parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est la notion d'exemple et je pense que c'est hyper important pour les enfants et même pour les adultes, pour tout le monde en fait. Et c'est un des facteurs de motivation. Donc moi, je me suis tournée vers des personnes qui me ressemblaient, comme beaucoup de gens, et des femmes de couleur. Donc au début, ça a été Pérec. Parce que je suis née en 98 et c'était les grandes années Pérec. Et quand j'étais gamine, j'ai des grandes jambes et je courais pas mal. Et j'ai marché très vite aussi. Du coup, mon père m'appelait Marie-Jo Okay. pour blaguer. Carrément. Donc voilà, c'est une femme vers qui j'ai tourné mon attention assez rapidement. Et puis une coureuse de 400 et puis une foulée incroyable. Et puis après, il y a eu Allyson Félix. Qui est multimédaillée olympique et mondiale. Elle a plus de médailles qu'Usain Bolt. On parle souvent d'Usain Bolt en disant que c'est le meilleur athlète de tous les ans, mais non, je suis pas sûre de ça en fait. C'est une femme, en tout cas, qui est médaillée, qui a plus de médailles olympiques que Usain Bolt. Et Allyson Félix, sa belle histoire, c'est que elle a une petite fille, elle est revenue de grossesse et elle a gagné encore des médailles olympiques. Donc encore une femme de couleur. Et après, en général, Sonia Richarod, c'était les grandes années du 400 américain. Donc toutes les courses de 400 américaines. Et puis derrière, là maintenant, j'adore Ravin Rogers, c'est une coureuse de 800, américaine aussi. Et que j'ai battue à Paris. Dans la dernière ligne droite, je l'ai dépassée. J'ai tourné la tête en me disant « Oh, je suis en train de dépasser Ravin Rogers !» Donc c'est des filles cool qui aiment leur sport et qui ont une classe naturelle en courant et j'aime ça. Ok. Et du coup, quand tu as plein d'exemples, du coup, Ouais. tu les suis comment ces personnes-là? J'imagine, en tout cas, l'athlétisme a une retransmission télé, mais sur des périodes assez restreintes quand même. Ouais. Comment toi tu suis ces personnes-là tout au long de la saison finalement? Sur Instagram globalement. Et puis après, les retransmissions TV des championnats du monde, c'est qu'une petite partie de ce qui est montré en fait en athlétisme, parce qu'il y a les Diamond League qui sont aussi retransmises. Souvent c'est sur YouTube, sur la chaîne de World Athletics, donc la Fédération internationale d'athlétisme. Je regarde les compétitions sur ces canaux, mais globalement c'est sur Instagram. Ok. Tu suis sur Instagram Ouais. ces personnes-là. Et c'est pas forcément pour ce qu'elles font en course, mais plutôt pour ce qu'elles sont en dehors de l'athlé. Et après, Allyson Félix a beaucoup milité pour tout autour de la notion d'accouchement et d'être une mère, parce qu'elle a eu des problèmes, des complications à l'accouchement. Et puis elle a eu des problèmes aussi à concilier son statut de mère et de femme enceinte et d'athlète. Donc je les suis en dehors de l'athlé surtout, de la piste en tout cas. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, à la base, c'est des exemples de par le sport, et finalement, toi, tu les suis maintenant pour ce qu'elles sont simplement, entre guillemets, en tant que personne, le sport est presque entre guillemets annexe, j'ai envie de dire. Ouais, carrément. Et je pense que en fait, au début, je me disais, je les aime bien parce qu'elles sont athlètes et parce qu'elles ont la classe quand elles courent, mais finalement, derrière, il y avait quelque chose de plus, peut-être le côté humain et ce qu'elles rejetaient, leur force de caractère. Et ça, on le voit pas forcément directement, mais c'est des choses qu'on sent, et je pense que c'est pour ça que je les ai choisies, quoi. Et ça, du coup, tu trouves ça se transmet, en tout cas, ça transpire sur leur réseau, justement, c'est des choses qu'elles essayent de communiquer, en tout cas. Ouais, carrément. C'est des choses qui se voient sur les réseaux. Ça se voit un peu quand elles paraissent à la télé lors des grands championnats, parce que c'est toute une vibe et un style. Mais tout ce qui est à côté sur les réseaux, et puis pour Allyson Félix, des articles, c'est une plus-value. Ok. Et ça permet de faire une transition très intéressante. C'est comment toi maintenant, en tant qu'athlète de haut niveau qui est en début de carrière, du coup tu souhaites t'approprier tes réseaux futurs. Aujourd'hui, du coup, tu es présent sur Instagram. Ouais. Comment toi tu es allé sur la plateforme et dans quel objectif aujourd'hui tu communiques dessus? Alors je suis allée sur la plateforme un peu comme tout le monde au lycée. J'ai ouvert ma page Insta avec les petites photos qui font plaisir, les petits paysages mignons, les photos avec les copines comme et tout le monde, comme tout le monde. Et maintenant je trouve ça de plus en plus intéressant parce que c'est un vrai support d'expression très riche et de plus en plus riche, parce qu'on peut ajouter des musiques, que ce soit aux stories ou même aux publications, parce qu'on peut faire des triptyques et des carousels avec les photos. Moi je suis une grande fan de mèmes, donc ça permet, c'est aussi une manière de s'exprimer. Et c'est très très riche, et c'est une porte ouverte sur le monde.
et à l'inverse aussi une porte sur moi, sur ce que je suis. Et je trouve ça cool Instagram parce que j'aime bien y jouer avec les codes. Il y a des codes comme pour tous médias sociaux et j'aime bien, je pense, m'être approprié les codes et pouvoir jouer avec. Et c'est quelque chose que je veux valoriser par le futur. Après, il y a d'autres réseaux sociaux qui commencent à émerger avec TikTok notamment. J'y suis en tant que spectatrice, mais je publie pas trop. Mais c'est des choses que j'aimerais bien développer et je trouve ça très amusant et intéressant. Okay. Ouais. Et sur ce principe-là, du coup, c'est aussi, tu parlais des exemples que tu regardais. Toi, du coup, quand tu communiques sur tes plateformes, pour l'instant Instagram et peut-être sur d'autres plus tard, tu souhaites communiquer sur tes résultats d'athlète, en athlétisme, ou tu montres aussi autre chose. Enfin, j'ai été voir du coup ton profil évidemment. Du coup, tu montres que tu fais des interventions, des choses comme ça. Tu essayes de faire pas mal de choses. Comment toi, tu finalement fais ton calendrier éditorial presque? Comment tu t'organises? Je vois ça. Au-delà du fait que je sois une athlète et que l'entraînement c'est important, il y a tout ce qui gravite autour et c'est un peu une porte ouverte sur moi comme je disais tout à l'heure. Donc oui, l'entraînement c'est important, mais je suis pas que ça et il y a tout ce que je fais autour qui est aussi intéressant et aussi montrer mon quotidien d'athlète. Un athlète ne fait pas que s'entraîner, ne fait pas que courir, mais il y a plein d'autres choses autour et c'est ce que je trouve le plus intéressant en fait, toutes les interventions, tous les échanges que je peux avoir et puis mon quotidien de femme quoi, normal, classique. J'adore la musique, donc je publie souvent des choses liées à ce que j'écoute, streetwear notamment aussi, et ce que je porte, parce que je sais que moi en tout cas ça me fait plaisir et c'est quelque chose que j'aime bien faire, prendre du temps le matin pour choisir ma tenue pour aller à l'entraînement, un peu le feel good avant d'aller à l'entraînement et en fait au-delà de montrer mon quotidien d'athlète et vraiment d'athlète qui s'entraîne, c'est vraiment montrer ce que je suis. Je trouve ça hyper intéressant parce que moi, en tout cas, la vision que j'ai, c'est qu'on s'accroche aussi aux personnes, pas uniquement. Évidemment, les résultats peuvent jouer, etc., mais on s'accroche aussi aux personnes et les réseaux sociaux permettent d'avoir cette transparence et cet accès à travers les athlètes, du coup, pouvoir un peu voir ce qu'ils sont et du coup, l'usage que tu en as, en tout cas, je trouve c'est assez pertinent pour une personne qui a tes missions, qui a entre guillemets tes objectifs, de donner entre guillemets une porte ouverte sur ce que tu es véritablement. Et entre guillemets, c'est pas sans filtre, mais c'est de manière naturelle quoi. Du coup tu montres ce que t'aimes bien, etc. Et du coup je trouve ça hyper intéressant comme appropriation de la plateforme. Et du coup cette plateforme là est-ce qu'elle te permet aujourd'hui de développer des choses d'un point de vue on sait que du coup potentiellement les saisons d'athlètes ça coûte de l'argent, les déplacements, etc. Est-ce qu'aujourd'hui cette plateforme est une sorte de support sur lequel tu communiques pour valoriser des choses auprès de sponsors ou autres? Ouais, carrément. J'ai commencé à bosser avec une agence de marketing communication là cette année pour justement valoriser ma communication et notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est carrément une plateforme d'expression et de communication pour notamment mes sponsors. Et c'est important d'avoir des réseaux sociaux parce que ça se passe vraiment sur les réseaux sociaux de nos jours et surtout dans le sport. Donc c'est carrément une plateforme d'expression et un outil réel pour attirer des sponsors et même pour développer notre image, je veux dire, leur image et la mienne communément. Ouais, en symbiose. Tu permets potentiellement aussi pour eux d'avoir de la visibilité autre auprès d'autres personnes, etc. Dans carrément. le public, quoi. C'est ça qui est carrément. Qui viennent peut-être chercher. Ils aident aussi, ils nourrissent ma communication parce que c'est des sponsors avec qui il y a une histoire. En tout cas, il y a une symbiose et ils ont quelque chose à m'apporter et moi j'ai quelque chose à leur apporter aussi. C'est pas des collaborations dénuées de sens, on va dire. Et ça apporte aussi à mon historique personnel, quoi, à ma carte d'identité. Ça vient enrichir. Ok. Donc du coup en vision primaire, on le voit sur l'image. Du coup, pour ceux qui regardent du coup en vidéo, t'es sponsorisé par Nike. Oui, la petite virgule. Du coup, en question assez simple, c'est depuis combien de temps et entre guillemets comment ça s'est fait? Ok, ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans que je suis sponsorisée par Nike. Ça s'est fait grâce à un agent sportif. En athlétisme, c'est les agents sportifs qui s'occupent des sponsorings avec les marques. Donc voilà, ça a été négocié, j'ai perfé. Au début, pour être honnête, je pensais que Nike c'était pas pour moi parce que je voyais ça comme une marque des gens forts, des gens qui courent vite. Et j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur en me disant non, mais de toute façon, j'aurai jamais Nike parce que ils voudront jamais de moi parce que c'est pour les gens forts. Et en fait, finalement, ça a matché.
et j'en suis très contente parce que c'est une marque qui me correspond parfaitement. Et on a pu développer pas mal de choses et pas mal de projets d'activation qui me tiennent à cœur. Et je trouve ça génial, quoi. Que ça soit plus qu'une dotation, plus que un échange matériel, que ça soit un truc immatériel, vraiment avec des projets hyper intéressants. Et tu as dit le mot du coup qui est important en sponsoring, c'est le mot activation. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça ressemble à quoi? Enfin, en tout cas, un exemple peut-être ou plusieurs d'activations que tu as pu faire avec Nike? Ouais. C'est génial en tout cas. Déjà, pour commencer, moi, c'est ce qui me fait kiffer. Je sais que il y a plein d'athlètes qui aiment pas parce que c'est du temps et de l'énergie, mais moi j'adore et je trouve que c'est le plus intéressant en fait finalement dans mon métier d'athlète. En gros, des activations, c'est des sortes d'événements, on va appeler ça comme ça, avec la marque. Donc j'en ai fait plusieurs. Celui qui me vient en premier, c'est Sport dans la ville. Il y a une mini vidéo brute sur Instagram, vous pouvez aller voir, elle est sur mon profil, mon Insta c'est Lena Candy. Petite promo. Ouais, Lena pour Candy, K-A-N-D-I. On mettra tous les liens. Yes. Et c'était génial, en gros c'est pour l'inclusion des jeunes filles dans le sport. Ça, c'est aussi un gros sujet qui me tient à cœur. Et c'était dans le 9-3, donc près de chez moi, où j'ai vécu à Aulnay-sous-Bois, enfin près d'Aulnay-sous-Bois. Et du coup, c'était une journée de sport parrainée par Nike. C'était génial, j'ai pu entraîner un peu des jeunes enfants et discuter avec eux. Donc ça, c'est un exemple. Ouais, voilà. C'est le mot que j'allais reprendre. Du coup, c'est vraiment la transmission et l'exemple pour des futures générations, quoi. Ouais. Moi, je suis vraiment axée sur le give back to community. C'est vraiment un point important pour moi. Je pense que le sport a un rôle social hyper important et en tant que sportif de haut niveau, on est super bien placé pour jouer, être acteur en fait de ce rôle social. Et donc ouais, c'est hyper important pour moi. D'être actrice et de rendre à ma communauté ce qu'elle m'a donné et plus encore et de faire pour qu'il y ait plein de petites filles et de petits garçons qui fassent du sport et qui deviendront des adultes qui feront du sport et épanouis avec de belles valeurs parce que le sport c'est des belles valeurs avant tout. Et ok, hyper intéressant. Ouais. On a parlé de Nike du coup, est-ce que tu as d'autres sponsors qui sont du coup peut-être dans d'autres thématiques? Est-ce que tu en as d'autres tout simplement? Ouais. Alors j'ai 2 sponsors locaux dans le bassin rennais et c'est des sponsors très précieux de par leur soutien financier mais aussi moral. Alors c'est 2 boîtes. La première c'est Cube, ils font de la maîtrise d'œuvre. Donc ça a été mon premier sponsor. On s'est rencontrés, je vendais des chaussures l'été pour me faire un peu d'argent et j'ai rencontré Hugo Louvel, le créateur de Cube, qui était une start-up à l'époque. Et ça a matché tout de suite parce que c'est un passionné de sport et il s'est dit mais en fait je veux t'accompagner, je veux vivre avec toi ton parcours d'athlète jusqu'au jeu et après encore, et ça a tout de suite matché. Donc ça c'est la première boîte et la seconde boîte s'appelle Sodico, ils font des cheminées et des poêles et aussi un passionné de sport qui est président du club de handball féminin de Saint-Grégoire et qui m'a vu dans un journal B2B dans lequel je parlais justement du mécénat, du sponsoring et du fait que c'était compliqué de vivre en tant que sportif de haut niveau, qu'on avait très peu d'aides publiques et que la plupart des aides c'était des aides de business quoi. Et que et il m'a vu dans ce journal, il a lu l'article, il m'a tout de suite appelé, il m'a dit mais moi je suis un passionné de sport, je connais pas bien le sport individuel mais ça m'intéresserait de t'accompagner dans ce projet et ça a matché et voilà, depuis cet été, on travaille ensemble. Du coup, plusieurs sponsors. Tu parles du coup l'échange réciproque, c'est du coup eux ils te financent potentiellement du coup une partie de tes saisons. Et toi du coup encore une fois sur le mot activation, comment ça se passe? Toi du coup tu viens dans l'entreprise, tu fais des choses, tu communiques en leur nom sur les réseaux. Ça, c'est quoi l'échange réciproque entre guillemets? S'il y en a un peu. Il y a un peu de communication sur les réseaux. Aussi avec Cube, Sodico, je peux pas trop en parler parce que ça vient juste de commencer, donc on va voir comment développer ça. Mais avec Cube, c'est des rencontres. Emmanuel, l'un des fondateurs de Cube, est venu me voir au championnat de France avec sa famille il y a 2 ans. C'est vraiment un échange humain avant tout. Et c'est des passionnés de sport en fait qui veulent voir et suivre la saison d'une athlète. Donc j'essaie de leur faire vivre ça et vivre des émotions fortes. Ok, non, c'est hyper intéressant. Je trouve ça, en tout cas pour les entreprises qui peuvent se le permettre et du coup qui le font, d'aller sur du sponsoring de sportifs individuels, peuvent faire vivre des émotions hyper intéressantes. Ouais. Et en plus du coup quand on se
mobilise à aller voir les athlètes qu'on sponsorise, c'est là où il y a une vraie activation, Ouais, un vrai c'est échange, et génial. tu parles d'humain, c'est hyper Ouais. important. Et puis ils n'ont pas trop le temps parce qu'ils sont en train de développer leur entreprise et tant mieux, mais j'ai proposé de faire des footings par exemple pour pouvoir discuter et même des petites sessions de sport, d'athlé un matin, voilà, tous ensemble. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Et je suis aussi soutenue par un fonds de dotation qui s'appelle Perfélite. Donc ça, c'est plutôt de l'argent public, enfin privé à la base et qui passe par le fonds de dotation, donc argent public. Et ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on bosse avec des entreprises et je vais faire des interventions auprès de chefs d'entreprise parce que finalement, la vie d'une sportive de haut niveau ou d'un sportif de haut niveau ressemble à la vie d'un ou d'une chef d'entreprise. Et il y a beaucoup de similitudes et c'est toujours intéressant d'en discuter avec eux et de partager toutes ces similitudes. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le côté singulier, enfin en tout cas similitude entre un parcours entrepreneurial et sportif. D'ailleurs, beaucoup d'athlètes montent aussi leur entreprise, etc. Et font aussi beaucoup d'interventions des entreprises. Et je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire et beaucoup d'entreprises qui pourraient avoir un impact plus fort sur le sport aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as une volonté de continuer à développer cette partie sponsoring ? Comment, du coup, tu souhaites potentiellement, enfin, si tu as un plan d'action, en tout cas, pour avoir d'autres sponsors, comment tu t'y prends aujourd'hui ? Ouais, c'est carrément un truc que je cherche à développer et c'est pour ça que je suis en lien avec l'agence marketing et communication dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle FreeKicks, qui est toute nouvelle et avec qui je vais travailler pour développer ce côté sponsoring et trouver des sponsors à mon image parce qu'on fait pas n'importe quoi. C'est hyper important, c'est pas prendre le premier venu, le premier sponsor, faut qu'il y ait vraiment un attachement et une logique en fait dans le lien. Donc on va travailler sur ça, on va travailler sur mon image, branding, parce que l'athlète est une marque. Donc ça c'est un truc hyper intéressant que j'ai vu en cours et qu'on a bossé en cours et que je vais pouvoir travailler sur moi-même. Bon, c'est un peu difficile de bosser sur soi-même, mais c'est hyper intéressant et il y a plein de choses à faire et j'espère que ça va. Je pense déjà le premier pas c'est du coup d'aller voir cette agence. Alors je sais pas comment ça s'est fait, si t'ont démarché aussi, c'est toi qui allais les voir, mais du coup il y a un côté, tu mets le pied à l'étrier et tu veux développer des choses et du coup il y a beaucoup d'athlètes peut-être qui le font pas parce qu'ils ont pas ça en tête, ils veulent pas, etc. Toi comme du coup tu as cette volonté là, je pense que ça peut que être intéressant dans ce que tu vas faire parce que quand on est forcé c'est peut-être différent. Là tu as une vraie envie, donc du coup je pense que tu vas pouvoir que développer. Je pense que tu as beaucoup de choses aussi à raconter. Le sport de haut niveau, c'est des choses que entre guillemets personne lambda on ne voit pas. Toi tu vois des choses entre guillemets extraordinaires et du coup de le rendre et d'ouvrir la porte aux gens, je pense que c'est quelque chose en tout cas qui peut être que intéressant, je pense. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Du coup, on a parlé de communication sur les réseaux. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans le paysage athlète français, que ce soit athlétisme ou même d'autres sports, tu suis des personnes, en tout cas, tu trouves qu'il y a des personnes qui communiquent, entre guillemets, bien sur les réseaux ? Est-ce que tu as des exemples un peu où tu te dis, ouais, ça, c'est cool ? Bien. En fait, je trouve que bien communiquer, c'est communiquer à son image. Donc une personne qui communique à son image de manière poussée, c'est Renelle Lamotte. C'est une de mes concurrentes sur 800 mètres, enfin la meilleure française en ce moment sur 800 mètres. Et elle a un type de communication très décalé, mais en fait qui colle parfaitement à son image. Et du coup, ça marche. Et très, très authentique. Donc ça marche complètement et je trouve ça génial. C'est pas du tout un truc conventionnel et je trouve que c'est ça en fait finalement, bien communiquer, c'est être à son image et faire un truc qui nous ressemble. Et vu qu'elle fait un truc qui lui ressemble, c'est génial quoi. Ok, donc là du coup tu trouves ça hyper intéressant. T'en as d'autres aussi peut-être dans d'autres sports où vraiment entre guillemets c'est déjà lourd de suivre des athlètes et tout, j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que tu regardes aussi ce qui se fait dans d'autres sports ou pas trop ? Pas tellement. Je suis pas mal de pages et de trucs un peu décalés. Après, j'aime pas mal ce que fait aussi Jimmy Gressier, qui parle pas mal d'entraînement et qui prend aussi la parole sur des sujets tels que le dopage, tout en restant aussi authentique. Je pense que l'authenticité, c'est vraiment le truc qui est vraiment intéressant. Moi, je le suis sur, justement, on en parlait tout à l'heure en off, mais du coup sur LinkedIn, et il est assez actif du coup, et je sais pas à quel point ça joue sur cet aspect sponsoring, mais c'est sûr que forcément LinkedIn peut être la porte d'entrée vers les entreprises. C'est drôle que tu me dises ça, parce que je suis pas du tout une fille LinkedIn, pas du tout, et il faut que je m'y mette parce que voilà, c'est le job, et c'est hyper intéressant.
Mais j'ai du mal encore avec LinkedIn. Il va falloir que je m'y mette. Si en tout cas demain tu souhaites parler à d'autres sponsors entreprises que tu as déjà, c'est sûr qu'en soi c'est la plateforme où potentiellement les décideurs marketing, sponsoring, événementiel sont. Et du coup potentiellement c'est là où tu peux rentrer un peu en interaction. Quoi. En racontant toujours encore une fois un peu comme Instagram ton histoire à ta manière. Quoi. Ouais. En tout cas, on va bosser ça avec mon agent. Je me suis déjà fait taper sur les doigts la semaine dernière. Et aussi c'est pas une personne, mais c'est une marque, c'est un magasin qui a une façon de communiquer très très intéressante qui s'appelle Distance. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un magasin de chaussures et même de matériel d'athlétisme et de running en général à Paris. Donc ils sont entre Répu et le Marais. Et c'est génial ce qu'ils font. Une communication assez épurée. En tout cas sur Instagram, et puis au-delà de ça beaucoup d'activations avec les marques, différentes marques. Ils ont créé leur propre jersey de course avec une marque, c'est vraiment hyper intéressant, et ils font pas mal de vidéos en collaboration avec BETC qui est une grosse agence de pub, et j'en ai participé à une il y a 2 ou 3 ans. C'était quand Hidalgo a mis Paris à 30 km/h. Okay. Je sais pas si tu l'as vu. La campagne avec les flashs, du coup. Ouais. Et c'était moi qui déclenchais les flashs dans Paris. Je vois. Et c'était génial. Pour remettre le contexte, du coup, le 30 km/h, ça passe à 30 Paris. 30 km/h dans Paris. Dans certaines zones. Du coup, une vidéo pub distance où on était un groupe d'hors-la-loi qui s'amusait à déclencher les flashs dans Paris. Et la vidéo est géniale, allez la voir. Ouais. Je l'avais vu, c'est vrai que elle a fait pas mal de... Elle a fait pas mal de bruit. Et il y en a une là qui est sortie il y a 2 semaines avec Michael Zézé en tant que vigile du magasin Distance. Et des gens qui s'amusent à voler. Et ça faisait partie du game. Il y a même une demi-journée comme ça. En gros, si la personne arrivait à voler un des produits sans se faire attraper par Michael Zézé, qui fait 9,99 sur 100 mètres, moins de 10 secondes, donc une sacrée pointure, si ces personnes-là arrivaient à voler un article, ils pouvaient repartir avec gratuitement, sans se faire attraper. Je te disais que je connaissais pas Distance, mais du coup j'ai vu la vidéo et j'avais vu même la vidéo à l'époque dont tu faisais partie. Distance avec BETC, donc génial. Et ils font vraiment beaucoup de choses, pas mal de run and talk. J'ai participé en début d'année, il y a un mois, au vernissage d'une expo qui s'appelle Asante, c'est sur le Kenya, une expo photo, et c'était génial. On a fait un footing, on a discuté d'athlètes, génial. Génial. Je t'avais dit que du coup j'avais vu un article, du coup tu parlais de sponsoring, etc. avant. À la toute fin de l'article, il y avait une phrase de Stéphane Diagana qui disait qu'aujourd'hui les marques regardaient plus le nombre d'abonnés des athlètes que finalement leurs résultats. Toi, qu'est-ce que cette phrase t'évoque et comment tu la perçois? Stéphane Diagana dit souvent des choses très vraies, très très vraies. C'est vraiment un athlète que j'adore en général. Non, c'est une phrase qui est vraie. Après, à modérer, bien sûr, parce que la performance reste quand même très importante pour avoir un sponsor, notamment un équipementier. Mais c'est vrai que l'image compte. Et avoir quelque chose de spécial ou une histoire à raconter, c'est hyper important et c'est même vital, en fait. Entre 2 athlètes de même niveau, avec un qui a une histoire à raconter, en fait, on a tous une histoire à raconter. Il s'agit juste de bien la monter et de la faire vivre. Et donc du coup, la différence entre un athlète qui a une histoire à raconter et quelqu'un qui a rien à dire, forcément la marque va prendre l'athlète qui a une histoire à raconter parce que ça inspire, parce que ça engage, et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus ça nourrit, quoi. Et du coup c'est quelque chose qui est important. L'image est très importante et je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Puis tu as dit des mots-clés, tu parles, du coup ça engage, c'est aussi un peu nous le nom du podcast. Petit clin d'œil. Et sur le premier épisode du coup d'introduction avec Hugo, au début en tout cas le but de ce podcast-là c'est qu'on puisse aller à la rencontre de personnes et on disait que chacun a son histoire à raconter, chaque club, chaque marque, chaque athlète. Et du coup tu valides tout ça du coup en tant qu'athlète, donc c'est bon, c'est qu'on est dans le vrai. C'est bon. Okay.
toi, comment tu vois potentiellement du coup la suite de la communication pour toi? On a bien entendu du coup peut-être l'implication sur LinkedIn. Tu viens potentiellement du coup d'activer des choses avec une agence qui va t'accompagner. Tu as parlé de TikTok, etc. Tu as un gros enjeu à venir potentiellement du coup dans les années et même du coup les années suivantes. Comment tu vois ton implication sur les réseaux sociaux et ta communication dans les années? Bah, déjà, cette année va être différente des autres années parce que c'est l'année olympique. Donc ça va être plus facile. Ça va être une année assez facile parce qu'on va être au centre des projecteurs et ça va être vraiment facile. C'est l'après Jeux Olympiques de Paris qui va être hyper challengeant et je pense que ça va être vraiment dur. Tu dis ça pour justement rester au cœur des discussions, pas être juste une étoile filante. Ouais, une étoile on se revoit dans 4 filante ans, et quoi. même pour avoir de l'intérêt, pour attirer. Ça va être beaucoup plus compliqué des entreprises parce que là il y a vraiment tout le monde veut accompagner un sportif qui vise Paris, mais est-ce que l'année prochaine ça sera autant le cas? Bon, Los Angeles après en plus c'est plus loin, c'est dans 4 ans, enfin ça va être vraiment vraiment challengeant et le but c'est de réussir ce challenge. Je suis sportive de haut niveau, j'adore le challenge. Mais ouais, et du coup mon implication de plus en plus grande et de plus en plus fine et maîtrisée. Parce que là, je fais encore les choses un peu au feeling. Le feeling, c'est super parce que c'est de la spontanéité, c'est de l'authenticité. Mais c'est bien de cadrer aussi et de préparer en amont avec du contenu de qualité. Et je veux vraiment me diriger vers ça, du contenu de qualité, mais qui me ressemble, authentique. Authenticité sur les réseaux, le côté humain. Le côté humain et être Léna, quoi. Okay. Continuer à être Léna. Ok. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Ton parcours, du coup, école, ton intérêt pour l'athlétisme, les personnes qui t'ont fait un peu vibrer, et puis ensuite, du coup, toi, la façon dont tu vois la communication, comment tu t'en accapares et comment tu l'utilises. Je pense qu'on a fait le tour des sujets. Moi, ce qu'on peut te souhaiter, du coup, c'est évidemment beaucoup de réussite, une présence à Paris, du coup, si j'ai bien compris, le Stade de France est à côté de chez toi en plus. 3 stations de RERB. Donc voilà, ça c'est quand même pour l'histoire, c'est très très cool. Ouais, c'est beau. Et puis du coup, merci à toi de nous avoir reçus dans ton centre d'entraînement du coup pour ce podcast. Merci. Merci à vous. Salut.